Vous, la desserte, quel impact vous pensez que ça va avoir sur, vous parliez d'Elmer, qui est un endroit très problématique. On disait même d'arrêter un peu la construction parce qu'on n'était pas capable d'offrir le service. Est-ce qu'avec ces changements-là, ça devrait régler le problème, du moins pour une bonne partie? Bien, moi, je vais faire la distinction entre la capacité actuelle et la capacité éventuelle si la ville continue à grandir au rythme auquel elle grandit sans investissement supplémentaire dans le transport en commun. Nous, quand il y a des nouveaux projets qui sont construits, qui amènent de la population supplémentaire sur le territoire, ça ne vient pas avec de l'argent supplémentaire. Ça force la STO à revoir son offre de service avec une flotte d'autobus qui n'est pas plus grande, avec le nombre de chauffeurs qui n'est pas plus grand. Et ça, à long terme, moyen terme, c'est une problématique que je vais ramener au conseil municipal. Il faut faire appel aux autres paliers de gouvernement pour nous aider à financer le transport en commun. Ce qui est encourageant, c'est que le fédéral a de l'argent sur la table, on va vouloir en bénéficier. Et moi, je fais la distinction entre ce dont on a parlé ce soir, qui est notre capacité actuelle pour répondre aux besoins actuels, et le grandissement de la population à Gatineau qui va devenir encore plus problématique pour des services de ville comme le transport en commun. Avec la capacité actuelle, l'amélioration que vous prévoyez dans le secteur Elmer va ressembler à quoi? Bien, écoutez, on investit, là, ce soir, j'arrondis le chiffre, on investit 1 million de dollars. Vous avez entendu tantôt qu'on va embaucher 7 chauffeurs, vous avez entendu tantôt qu'on va embaucher un mécanicien, vous avez entendu tantôt qu'on va mettre du service supplémentaire avec cet investissement à 1 million de dollars-là. Et nous, on souhaite pouvoir avoir un étalement du service sur une plus grande superficie du territoire. La concentration présentement à Elmer est beaucoup sur le chemin d'Elmer. Nos lignes sont souvent à queue leu-leu sur le chemin d'Elmer et je vous dirais que les arrêts d'à peu près tous les autobus à tous les arrêts, ça ralentit probablement l'offre de service. Vous avez entendu les analyses qui ont été faites, c'est des analyses d'experts qui connaissent le réseau sur le bout de leurs doigts. Les recommandations qui nous ont été faites sont excessivement stratégiques et très judicieuses. On souhaite pouvoir changer les comportements de certains usagers qui prendront l'autobus à partir de chez eux que plutôt que de déplacer à nos parcs-au-bus qui sont engorgés à Elmer. C'est une problématique de l'espace pour construire d'autres parcs-au-bus à Elmer. Il n'en pleut pas. On a cet enjeu-là. On va devoir bientôt évacuer, on ne sait pas quand, mais on va bientôt devoir évacuer le parc-au-bus de l'hippodrome. Et ça fait partie des analyses qu'on a faites pour s'assurer qu'on n'est pas piégé devant une situation où on est en mode réaction, on est proactif. Et on était à l'écoute des usagers. C'est un engagement qu'on a pris depuis le début de notre mandat, que les usagers étaient pour être au cœur de toutes nos décisions. La preuve avec la refonte du service d'Elmer, c'est qu'il y a au-delà de 300 personnes qui ont utilisé la technologie, qui nous ont fourni des commentaires à travers le web. Et ces commentaires-là ont tous été analysés. Il n'y en a pas un qui a été ignoré. Et ça a tout été pris en compte dans les décisions qu'on a prises. Parlez-moi du service, l'ajout de services intersecteurs à l'intérieur d'Elmer. Ça, c'est quelque chose qui était très attendu. Bien, écoutez, il y a eu une présentation qui a été faite la semaine passée par notre équipe de planification aux gens d'affaires, à l'Association des gens d'affaires d'Elmer. Puis, on me dit que la STO a reçu une ovation debout, ce qui est significatif. Les gens, ça me dit, moi, que les gens nous disent bravo. C'est un circuit qui va être interne à Elmer, qui va permettre des déplacements en boucle, ce qui permet une très grande fréquence parce que l'autobus demeure sur le réseau, sur le territoire d'Elmer et l'autobus va se déplacer dans les différents points névralgiques et stratégiques commerciaux d'Elmer, que ce soit pour des rendez-vous médicaux, que ce soit pour du magasinage, que ce soit pour d'autres besoins. Donc, c'est un déplacement qui va se faire en boucle pour une nouvelle ligne qu'on crée à Elmer. Si je comprends bien, en fait, c'est pas le modèle Rapibus qu'on apporte à Elmer. Et le modèle Rapibus porte ses fruits depuis son lancement. Le Rapibus, vous avez vu les chiffres ce soir, on a annoncé une augmentation d'achalandage de 1,9 %. Depuis que le conseil d'administration actuel est en place, l'achalandage ne fait qu'augmenter à la STO et je vous dirais que le Rapibus joue un rôle très important là-dedans. Maintenant, on n'a jamais négligé dans tous les améliorations de service, on n'a jamais négligé non seulement l'amélioration à l'offre de service à Rapibus, mais sur l'ensemble du territoire. Vous savez qu'on a fait plusieurs vagues d'amélioration depuis notre arrivée en poste, dès notre entrée comme membre du conseil d'administration. Et c'est une analyse qu'on fait toujours sur l'ensemble du territoire parce que les lignes ont un lien entre elles. Et donc c'est un modèle qui est... je vous dirais qui est différent dans le sens qu'on ne peut pas bénéficier à Elmer d'un corridor unique en site propre.
mais c'est une amélioration de service dans le sens qu'on fait une déconcentration et on fait, disons, un ratissage plus large de l'offre de service. Peut-être, si vous me permettez d'ajouter, il y a quand même un élément qui est important dans la colonne vertébrale qu'on va créer dans la desserte d'Elmer. Vous avez la ligne 59 qui va aller jusqu'au parc aux bus des Allumetières, qui va desservir en tout temps les galeries d'Elmer, bien entendu. Donc, c'est un lien direct par le chemin d'Elmer en provenance des centres-villes jusqu'au parc aux bus des Allumetières. À ça va s'ajouter une ligne en heure-pointe qui va être à 55. Donc, pour les personnes qui vont travailler et qui ont besoin de revenir n'importe quand dans la journée, ça va être beaucoup plus facile qu'avant. Ça va être beaucoup plus facile aussi de gérer les clientèles pour leur provenance, donc d'ajuster le service en fonction des surcharges, tout ça parce qu'on sépare nos clientèles pour être capable de mieux gérer notre modèle. Dans ce sens-là, il y a certaines similitudes dans notre capacité de mieux gérer des blocs de services puis s'ajuster aux besoins de la clientèle. Je sais qu'on avait déjà C'est ça que je voulais dire. On avait déjà parlé de l'électrification du réseau dans l'Ouest. Est-ce que à plus long terme, on s'en va vers ça? Il est un peu tôt pour ça, parce que là, vous comprenez que dans l'Ouest, on est en train de faire notre étude d'opportunité, ce qui nous permet d'analyser les différentes options de configuration du réseau et superposer à ça la technologie qui va être en appui du réseau. Et quand on fait ces analyses-là, on tient compte du niveau d'achalandage puis le niveau d'utilisation selon la population. Et c'est avec ces analyses scientifiques-là qu'on va être dirigé vers des choix. Et on n'exclut pas, évidemment, l'utilisation de la technologie électrique si on pense en termes de tramway ou de choses comme ça. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'éventuellement, pour l'ensemble des sociétés de transport au Québec, ça va passer par une plus grande électrification, une électrification sur une plus grande échelle des flottes d'autobus, parce que c'est une obligation qu'on a, ou une demande qu'on a, si vous voulez, du ministère des Transports de passer de l'hybride. On est de plus en plus en mode hybride, et c'est le seul autobus qu'on peut acheter maintenant à la demande du ministère des Transports, vers une tendance à l'électrification, effectivement. J'aimerais vous entendre sur, il y a un de vos collègues qui a soulevé certaines inquiétudes par rapport à un coin précis, chemin Elmer, chemin Vanier, pour la ligne en 8, la nouvelle ligne en 8. J'aimerais savoir ce que la STO est en train de faire pour rassurer un peu les usagers qui s'inquiètent pour ce coin-là précis. Premièrement, il n'y a pas de compromis fait à la STO sur la sécurité des usagers. Je veux rassurer tous les usagers qui nous écoutent. Maintenant, je vais parler, moi, de l'avant et l'après. Maintenant, on est dans l'avant. Et au moment du lancement de la ligne, on va être dans l'après. Entre ces deux périodes-là, il va y avoir des actions prises, du marquage au sol, il y a un plan d'installation d'un trottoir, il y a éventuellement un fût lumineux qui va être déplacé et il y a, dès le lancement de la nouvelle ligne, étant donné qu'on va affecter les comportements des usagers, il va y avoir la présence de policiers du service de police pour s'assurer que les automobilistes respectent le droit de passage puis cette couverture de police-là va être là jusqu'à ce qu'on soit rassuré que les habitudes des usagers est bien installées. J'entends clairement le message de M. Benoît, qui a travaillé avec un usager sur les préoccupations exprimées, et il y a un plan d'action précis, un plan d'action pointu, et il n'y a aucun élément de ce que M. Benoît a souligné tantôt qui va être négligé. Il y a des actions qui vont être prises. La préoccupation de M. Benoît que peut-être certains éléments pour lesquels la Ville s'engage ne seraient pas réalisés, ça va être suivi de façon de très près entre les deux directrices générales et par le conseil d'administration de la STO. Je souhaite rassurer mon collègue, M. Benoît, là-dessus, et tous les usagers du transport en commun. Dans ce cas-là, pourquoi l'adoption après de la résolution demandant un spécialiste, si, bon, vous dites, on est rassuré, les éléments vont se faire, mais on engage quand même un spécialiste qui va examiner la question. Pourquoi? Oui, c'est un enjeu séparé, ça. C'est une question de s'assurer qu'on se penche sur les enjeux d'accessibilité et que toutes les mesures sont prises pour s'aligner sur les engagements de la STO et allumer ça aussi avec les engagements de la Ville par rapport aux éléments d'accessibilité du réseau. Pas seulement pour cette ligne en 8-là. C'est-à-dire que non, on ne se concentrera pas là-dessus, mais on va se servir de l'analyse de ce coin-là
pour après ça extrapoler des solutions qui pourraient être applicables ailleurs sur les réseaux. Quand on Dans parle notre d'accessibilité. plan d'accessibilité pour les personnes à mobilité Ok. réduite, les Ouais. fauteuils roulants et tout. Donc, c'est à ça qu'on fait référence. On est en train de développer notre plan pour les 5 prochaines années au niveau de l'accessibilité. Donc, il y a des modèles à suivre au niveau des arrêts pour s'assurer que ça facilite le transfert, par exemple, d'une ligne à l'autre pour une personne qui est en fauteuil. Donc, on va tenir compte de ce modèle-là, qu'on va faire analyser l'intersection de Vanier et du chemin d'Elmer pour pouvoir appliquer certains principes ailleurs sur notre réseau. Petite question peut-être sur la ligne 93 à Masson-Angers. Vous avez décidé de poursuivre le projet pilote pour 1 an. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas encore convaincu à 100% que cette ligne-là est si nécessaire? On est convaincu de plusieurs choses et on est incertain sur certains autres. Par exemple, on est convaincu de la satisfaction des usagers parce qu'ils nous ont répondu dans le sondage que la satisfaction est à la hauteur maintenant d'au-delà 50%, ce qui n'est pas peu significatif comparativement à là où on était l'année passée. Donc ça, pour nous, c'est excessivement rassurant et c'est ce qu'on veut entendre de nos usagers. Maintenant, est-ce que les usagers répondent à la hauteur de ce qu'on voudrait? On a une norme qu'on a établie à 480 passages. Et on est, je vous dirais, à mi-chemin là, entre l'atteinte de cet objectif-là. Est-ce que c'est suffisant pour nous convaincre de ne pas maintenir la ligne? Non. Par contre, est-ce qu'on a tous les éléments pour pouvoir rationaliser l'utilisation de cette ligne-là à pleine capacité telle qu'on le voudrait? Non. Et c'est pour ça qu'on prolonge le projet pilote d'1 an, ce qui va nous permettre de faire la cueillette de données et de pouvoir, après ça, prendre une décision plus éclairée sur la pérennité de cette ligne-là. Il y a l'enjeu dont on a parlé plus tôt, c'est-à-dire le déplacement de certains voyages pour accommoder des gens qui se déplacent plus tôt. Et ça, c'est des analyses qui vont être faites et de la consultation d'usagers en temps réel qui va être faite dans les prochaines semaines. Est-ce que la norme de 480 Ouais, c'est passage par est jour, une norme par qui est fixe pour Je vais laisser Mme Tifo l'expliquer. Effectivement, c'est une recommandation du consultant qui a fait l'analyse de notre réseau Rapibus. C'est basé sur leurs pratiques passées. Nous, on est en train de revoir nos normes de service actuellement. Donc, on va devoir se positionner si ça devient une norme pour l'ensemble de notre réseau qu'on maintient et qu'on tient à avoir sur l'ensemble, ou bien si on la diminue ou s'il y a des modifications à cet effet-là, ça va revenir un petit peu plus tard en cours d'année. Mais le passage, c'est par jour, par heure, par année? C'est par période de pointe. Par période de pointe. C'est Ok. ça. Et en transport en commun, là, un critère comme ça ne peut pas être un absolu, hein, parce que c'est pas le seul critère. Là. On l'a entendu des usagers. Nous, on aime l'offre de service que vous nous faites. La 93, on veut, on l'a gardée. Nous, de façon... on travaille de façon très diligente ici. Là. On veut s'assurer qu'on fait une analyse plus large du besoin, de l'arrimage du besoin avec l'offre de service. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on prolonge le projet pilote et ça ne doit pas être interprété comme un désintéressement de la STO à maintenir la ligne. Au contraire, on veut simplement s'assurer qu'on a plus de données et que les gens changent leur comportement et transfèrent probablement de la 95 vers la 93. Là, c'est un des objectifs du conseiller carrière. Ça. Parfait. Ça me Ah va. bon? Merci beaucoup. Hein? Merci de votre présence. Je sais Merci, que, ouais. on